Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire qui va traiter un sujet très important qui est reprendre une entreprise en temps de crise. La Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur est très heureuse de vous réunir aujourd'hui avec son partenaire de la transmission, la Banque Populaire Méditerranée. Nos deux intervenants du jour vont vous permettre de vous poser les bonnes questions nécessaires en cette période plutôt inédite que nous vivons. Nous accueillons donc Roxana Murat, qui est experte à la CCI sur le sujet de la cession transmission, et Thomas Crossi, bienvenue Thomas, qui est lui directeur d'une agence de la Banque Populaire Méditerranée sur Sophia Antipolis. Ne vous inquiétez pas, cette présentation est enregistrée. Vous avez donc la possibilité aussi de la revoir. Nous vous enverrons le PowerPoint associé et les éventuelles fiches, outils qui sont présentés dans ce moment ensemble. Autre point important que nous vous rappelons, pensez bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire, à nous les envoyer. Il y a un petit endroit où vous pouvez poser des questions. Ça nous permettra, une fois l'échange passé, de pouvoir y répondre. Très bon webinaire, excellente journée. Bonjour à tous. On va commencer par un zoom sur l'économie des Alpes-Maritimes. Ces chiffres sont extraits de l'Observatoire économique Sirius. Donc, sachez que notre observatoire réalise des études de marché. Et une étude de marché, en ce moment, ça peut être important pour identifier de nouveaux marchés porteurs ou encore diversifier l'offre et les produits des entreprises à reprendre. Au niveau donc des Alpes-Maritimes, pendant le confinement, donc entre le mois de mars et le mois de mai 2020 par rapport à 2019, nous avons eu une perte d'activité de moins 41%. Après, de juin à août, la perte a été moins importante, ce qui est normal parce que les activités ont pu reprendre et étaient plus que de moins 13%. Les activités les plus touchées ont était celle du commerce et de la construction pendant le confinement. Et le commerce reste aujourd'hui encore assez impacté. Ce qui est important de voir, c'est que bien sûr que notre économie a été impactée par cette crise et elle l'est encore. Et elle le sera. Vous avez sûrement écouté les nouvelles et vu que à partir de samedi, il y a des restrictions pour les restaurants et à nouveau aussi pour les salles de sport, entre autres. Donc la même chose pour le tourisme qui a perdu pendant cette période, donc pendant la période du confinement, moins 87%. L'activité a été en recul de moins 87%. Le tourisme s'est plutôt bien débrouillé pendant la période d'été, mais maintenant avec le manque du tourisme d'affaires, on se retrouve avec des entreprises qui commencent à avoir des difficultés. Autre indicateur qui nous semblait important à voir avec vous, ce sont les délais de paiement des clients qui ont été donc rallongés. Et ce qui a entraîné pour 32% des entreprises, ce qui a obligé certains chefs d'entreprise à rallonger eux aussi leur délai de fournisseurs. Pour 65% des entreprises, ce qui est énorme, bien sûr que ces délais n'ont pas été faits suite à des concertations. Ce qui entraîne, bien sûr, une dégradation de la santé financière des entreprises. Je pense que ça peut être intéressant de demander à Thomas si lui, il a vécu ça ou s'il voit ça dans la banque. Oui, effectivement, les délais se sont rallongés, les délais de règlement se sont rallongés. On a donc vu beaucoup d'entreprises qui nous sollicitaient pour financer donc leurs besoins en fonds de roulement. On a d'ailleurs donc eu des solutions comme l'affacturage qui ont été plébiscitées pendant ces délais et on a vu que les chefs d'entreprise étaient tout à fait conscients qu'il fallait trouver des solutions et cette solution d'affacturage leur a beaucoup plu. J'imagine que ça a entraîné aussi un impact sur le BFR, le besoin donc en fonds de roulement.
Oui, donc du coup, le besoin en fonds de roulement a augmenté et du coup, les entreprises ont dû y faire face, donc soit par la facturage, soit par une trésorerie qu'elles avaient d'avance. Mais effectivement, ça a joué un rôle dessus. Donc, pour essayer de toujours lier tout ce qu'on dit à la reprise d'entreprise, cette santé financière des entreprises qui s'est, dans certains cas, aggravée, aura bien sûr un impact sur la valeur de l'entreprise à reprendre. Les menaces, donc il y a des menaces qui pèsent sur l'économie, donc ça c'est les chefs d'entreprise qui nous ont répondu de leurs inquiétudes. Leur inquiétude primordiale, mais on s'en doute, c'est bien sûr une baisse significative du nombre de clients et du nombre de commandes. Le reconfinement, pour plus de 60% d'entre eux, ils ont peur sur un reconfinement. Les difficultés d'approvisionnement, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop, mais certaines entreprises qui travaillent avec l'international ont eu pas mal de soucis là-dessus, et ce qui a entraîné bien sûr des retards au niveau des clients et ce qui peut nuire à la notoriété de l'entreprise. Autre mesure, les mesures limitatives à l'exploitation, et ça c'est ce qu'on parlait de tout à l'heure, le fait de se retrouver avec des nouvelles restrictions pour l'instant donc au niveau des restaurants, mais dans les mois à venir, on ne sait pas ce qui peut se produire. Il y a la moitié des entreprises qui ont quand même changé leur façon de travailler. Pour la plupart, le changement a été aux modifications de l'organisation du travail, avec le télétravail quand cela s'y prêtait. Les méthodes de vente qui ont été changées, avec par exemple, alors je reprends les restaurants sur la vente à emporter. D'autres entreprises ont créé de nouveaux produits et services liés au numérique, et certains se sont ont diversifié leur clientèle. Il y avait des entreprises qui étaient plutôt en B2B, donc business to business, qui se sont aussi rapprochées d'une clientèle plus locale et d'une clientèle de particuliers. Thomas, est-ce que vous avez vu ça au niveau des entreprises que vous suivez au niveau de la banque? Oui, ça a été clairement identifié. Les entreprises qui s'en sont le mieux sorties pendant cette phase de confinement sont les entreprises qui avaient déjà entamé leur transition digitale ou qui ont dû le faire en un temps record, et également qui ont su mettre en place et s'adapter à une nouvelle organisation. On a dû avoir une organisation agile qui a permis aux chefs d'entreprise de changer les process, de s'adapter, de créer par exemple de la vente à distance. On a certaines entreprises qui ont dû en urgence créer un site internet, demander des solutions de paiement pour pouvoir faire de la vente sur internet et pour pouvoir envoyer ou livrer la marchandise vendue. Donc clairement, les entreprises qui s'en sont le mieux sorties, c'est celles qui avaient déjà entamé la transition digitale. Voilà, ce qu'on voulait par cette partie un peu sur le zoom de l'économie, comme je disais tout à l'heure, on aurait pu faire un webinaire que sur ça. J'ai voulu prendre des chiffres qui nous semblaient les plus pertinents. Ce qui est important, c'est de savoir dans quoi vous vous lancez et de bien voir comment se comporte le secteur d'activité dans lequel vous allez vous lancer, ou en tout cas vous allez reprendre l'entreprise. Il va falloir que vous voyez comment cette entreprise se comporter avant la crise. Ça c'est facile, vous récupérez en général les parties financières, on en parlera plus tard. Pendant la crise, aujourd'hui et demain. Et c'est ça la difficulté, c'est de savoir comment elle se comporte aujourd'hui, avoir vraiment un état détaillé et comment elle se comporte, et pouvoir faire des pronostics sur comment elle se comportera demain. Donc on va revenir, on va recentrer notre atelier sur la partie donc reprendre l'entreprise et sur la stratégie. Donc la première chose que vous allez faire, vous êtes à des stades très différents dans votre projet de reprise, mais je veux aussi parler aux gens qui en sont au tout début et qui en sont qu'à l'idée.
La première chose qu'il va falloir faire, c'est cadrer votre projet et votre stratégie. En effet, les 3 points qui nous semblent importants, c'est l'appétence, compétences et les finances. Appétence, c'est vous allez mettre de l'apport personnel, c'est de l'argent que vous avez gagné durement, sûrement, et donc il va falloir que vous fassiez quelque chose qui vous plaise, c'est important, je pense que c'est un des critères, sinon vous restez en tant que salarié dans une entreprise, partir sur un projet d'entrepreneuriat, c'est quand même aussi faire quelque chose qui vous plaise, donc ça c'est un des critères importants. Après il y a les compétences. On a 2 types de repreneurs. On a ce qu'on appelle les repreneurs généralistes. Ce sont des gens qui ont occupé des postes d'administratifs ou de financiers et qui aujourd'hui ont des compétences plutôt de gestion et de management. On a aussi ce qu'on appelle les pure players, des personnes qui ont des connaissances d'un métier et des compétences. On a à la session une entreprise, par exemple, à reprendre sur d'électricité en courant fort et faible. Sur cette entreprise, il faut avoir des compétences en électricité. Sans ça, on ne reprendra pas. Donc, ce sont des critères très importants parce que ça va permettre de vous orienter sur quel type d'entreprise vous allez reprendre. Et bien sûr, pour finir, les finances, parce qu'on peut avoir la meilleure volonté, les meilleures compétences. Si derrière, on n'a malheureusement pas les finances, ça sera assez compliqué, voire très compliqué. Ce travail de cadrage de projet, qu'est-ce qu'il faut que vous réfléchissiez sur le type d'activité que vous souhaitez reprendre, la taille de l'entreprise, le prix de cession, donc qui correspond au budget qu'on a vu juste avant, position majoritaire ou minoritaire, vous pouvez faire ce projet aussi à plusieurs. Et la localisation géographique, c'est important. Est-ce que c'est un type d'entreprise bien spécifique que j'ai choisi et je suis prête à faire toute la France pour la trouver ou non? Je veux soit le 06 ou même l'ouest du département. Donc en fonction, c'est important. Et puis surtout, si l'objectif, je trouve une entreprise en dehors, est-ce que je suis prêt avec ma famille, parce qu'il ne faut pas oublier aussi cet aspect familial, à changer complètement de vie et de région. La fiche de cadrage, vous avez réfléchi à tout ça et puis vous allez le mettre noir sur blanc sur une fiche de cadrage. L'objectif, alors si vous souhaitez, vous m'envoyez un petit mail, je pourrais bien sûr vous envoyer cette fiche de cadrage pour que vous y travaillez. La fiche de cadrage, le but c'est d'écarter les risques de dispersion. Ça permet, c'est le début de votre stratégie de reprise. Ça permet d'être réaliste et c'est votre feuille de route en fait. Ce que vous allez en plus donner à des conseillers, des cabinets d'intermédiation, et ils sauront qu'avec une fiche de cadrage, vous êtes quelqu'un de sérieux et ils penseront peut-être plus à vous quand il y aura des entreprises qui peuvent rentrer dans vos critères. C'est donc un gain de temps pour vous et pour vos partenaires. Donc, une fois que vous avez fait ce travail, il va falloir rechercher l'entreprise. Donc, maintenant, la question est où est-ce que je vais rechercher? Alors, il y a plusieurs types de recherche. Il y a une recherche classique, si je peux dire. Donc, je vais chercher dans le domaine public, c'est-à-dire sur les sites Internet. Donc, sachez qu'à la CCI, on a une bourse session reprise. Ça va être aussi sur les agents immobiliers, le FUSAC par exemple. Je vous ai mis pas mal de sites, à pas négliger d'autres endroits où on y pense un peu moins, les syndicats, les fédérations. Après, vous pouvez avoir une démarche un peu plus proactive. Donc, dans la démarche proactive, vous allez du côté des cabinets d'intermédiation présenter votre projet, voir quel type d'entreprise ils sont. Et puis, vous avez une recherche directe qui est de vous-même voir les entreprises qui pourraient vous intéresser et passer la barrière de la secrétaire. Pas facile, je vous l'accorde, et essayer de démarcher cette entreprise. Nous, en tout cas, la Chambre de commerce, on dit toujours à nos cédants, il faut toujours être prêt à une proposition de vente d'entreprise. Donc, ce qui est important, ne pas négliger aussi le domaine des experts, domaine beaucoup plus fermé, où on a beaucoup moins d'annonces, peut-être plus qualitatives, les experts comptables, les banques, les notaires. Donc, ce qui est important quand vous avez un projet comme ça, c'est
d'en parler partout, aussi bien au niveau de votre sphère familiale que de votre sphère professionnelle. Voilà, ne pas hésiter de dire ce que vous recherchez. On l'a vu juste avant, vous avez en plus votre fiche de cadrage, donc vous allez être clair sur ce que vous recherchez parce que vous avez fait ce travail. Je ne vous ai pas dit quelque chose, c'est un projet de reprise. On nous pose souvent la question, un projet de reprise, c'est combien en temps ? Donc, c'est en général, alors c'est une généralité, ça peut être beaucoup plus court comme ça peut être beaucoup plus long, bien sûr. Mais on est sur 12 à 18 mois quand même. Donc, c'est quelque chose de long. Donc, ce travail de cadrage et de recherche de cible va être très important. J'ai oublié de vous parler de quelque chose d'important. Alors, je suis désolée, je reviens un tout petit peu en arrière, mais bon, je pense que au niveau de la fiche de cadrage, vous allez peut-être voir aussi que vous avez certaines lacunes. C'est pas grave. Il faudra faire des formations, alors soit dans un domaine spécifique parce qu'en fait vous adorez le vin et vous avez envie de vous lancer et reprendre une cave à vin, vous allez peut-être faire quelques cours d'œnologie ou ce genre de choses, soit dans le domaine de chef d'entreprise. Donc ça par contre, sachez que nous à la Chambre de commerce, on a une formation qui s'appelle les 5 jours pour entreprendre et qui vous permet de voir un peu tout ce que doit savoir un chef d'entreprise pendant 5 jours. Donc, une fois que vous avez fait tout ce travail de recherche de cible, il va falloir passer, rencontrer, analyser les entreprises que vous avez repérées, une ou plusieurs. Donc, il faut en premier lieu rencontrer le dirigeant. Ce qui est important, quand vous le pouvez, parce que de temps en temps, ce n'est pas dans la même région, dans le même département, donc c'est plus compliqué. Ce que je conseille toujours aux repreneurs, c'est d'aller rencontrer le dirigeant, parce que ça vous permet déjà de voir si vous vous sentez les 10 prochaines années aller travailler dans cette entreprise. C'est important. Il y a une partie dans la reprise qui est une partie humaine et il ne faut pas la négliger. C'est une rencontre aussi. Donc cette première rencontre est très importante. On peut avoir des cédants qui vont choisir leur repreneur en fonction de ce premier contact qu'ils ont eu. Donc, l'idée, voilà, c'est je rencontre le cédant, je prends bien en note quel est son rôle dans l'entreprise, par rapport à ce que je vous ai dit, pure player ou pas, pour voir si vous avez les capacités à reprendre cette entreprise par rapport à votre propre profil. Une fois que vous vous êtes dit oui, vous allez pouvoir aller plus loin. Une fois que vous avez dit oui, l'entreprise m'intéresse, il ne faut pas non plus être trop enthousiaste, si je peux dire, et il faut commencer à rentrer dans les chiffres et à analyser la structure. À ce moment-là, juste pour votre information, le cédant peut vous demander de signer une lettre de confidentialité. Nous, au niveau de la Chambre de commerce, quand vous adhérez à notre bourse session reprise, on vous la fait signer dans l'abonnement. Donc, c'est tout à fait normal et ça vous lui permet de vous donner les documents nécessaires pour que vous fassiez l'étude. Donc, tout est marqué, je ne vais pas forcément le redire. Donc, il faut analyser la structure de l'entreprise, la clientèle et bien sûr la situation comptable et financière. Ce qui est important à ce moment-là, c'est que vous avez besoin d'être accompagné par, je vais mettre en avant bien sûr, des conseillers des chambres consulaires et de la CCI en particulier, mais aussi c'est à ce moment-là où vous allez commencer à faire appel aux autres acteurs comme les avocats, les notaires. Sachez que nous, on a des permanences offertes avec des notaires spécialisés en droit des affaires. Et les avocats, bien sûr, à ne pas oublier. Donc, il faut aussi savoir qu'un projet de reprise, c'est aussi un projet dans lequel il faut que vous vous entouriez de spécialistes et ce qui vous permettra d'être plus efficace. J'ai beaucoup parlé, j'ai même peut-être trop parlé, donc je vais laisser Thomas continuer sur les différentes formes de cession. Donc, vous avez trouvé l'entreprise, vous avez rencontré le chef d'entreprise, vous êtes enthousiaste, l'analyse que vous avez faite vous enthousiasme et vous décidez donc d'acheter l'entreprise. Vous allez donc devoir décider qu'est-ce que vous achetez, des différentes formes de cession, il y en a principalement 2. Donc la cession, vous achetez le fonds de commerce ou vous décidez d'acheter les parts sociales de l'entreprise.
Les différences ne sont pas négligeables, donc effectivement vous pouvez également vous entourer d'avocats pour peser le pour et le contre de ces deux solutions. Lorsque vous achetez le fonds de commerce, vous achetez tous les éléments corporels et incorporels qui font l'activité, c'est-à-dire la clientèle, le droit au bail, le matériel, le stock également, mais qui souvent est évalué à part. Pour acheter ce fonds de commerce, généralement, vous créez une société et cette société achète le fonds de commerce. Un point d'attention sur le stock. Généralement, le stock donc, est évalué à part et est financé également à part. Il n'est pas forcément financé dans le prix de cession du fonds de commerce. Et généralement, il est soit autofinancé, soit financé avec un crédit vendeur, ou la banque, dans certaines mesures, peut le financer avec des financements court terme. Si vous n'achetez pas le fonds de commerce, vous pouvez donc décider d'acheter les parts sociales de la société. Dans ce cas-là, vous achetez l'actif et le passif de la société, à la différence du fonds de commerce. Donc, acheter l'actif et le passif vous rend, une fois que vous avez acheté, responsable de tout ce qui a pu se passer dans l'entreprise avant l'acquisition. Donc, dans ces cas-là, il est à noter qu'il faut absolument mettre en place une garantie de passif. Donc, votre avocat vous le conseillera. La garantie de passif, simplement, c'est le cédant qui s'engage pendant une durée déterminée à intervenir si jamais vous êtes confronté à un litige ou à des actions prud'homales, par exemple. À noter également, dans le cadre de la cession des parts de société, vous pouvez déterminer avec le cédant de mettre en place ce qu'on appelle un earn-out. Le earn-out, c'est simplement, en deux mots, le fait de déterminer une part variable sur le prix de cession qui sera déterminée en fonction des résultats futurs de l'entreprise, puisque quand vous allez l'acheter, ce sera très souvent en cours d'année, vous allez déterminer par exemple des critères. Si l'entreprise atteint un tel niveau de chiffre d'affaires à la fin de l'année après la cession, ça peut déclencher donc ce earn-out, qu'il faudra bien évidemment mettre en avant le jour de la cession, et surtout il faudra mettre en place le financement adéquat. Donc, si je ne me trompe pas, cette possibilité de earn-out, c'est quelque chose qu'on voit un peu plus en ce moment pendant cette période de crise. Oui, tout à fait. C'est effectivement des solutions qui sont plébiscitées en ce moment par les avocats. Ça permet aux repreneurs de matérialiser cette part variable et donc du coup de racheter une société avec sérénité, puisque une part du prix de cession sera déterminée sur les performances futures de la société. Donc forcément, ça rassure le repreneur. Donc une fois que le choix de cession est fait, donc il faut déterminer le prix et pour cela il faut donc déterminer la valorisation de l'entreprise. Pour cela ici vous avez différents modes pour déterminer cette valorisation. Vous avez donc par exemple en premier lieu, et puis c'est actuellement le cas, il faut bien évidemment regarder si l'entreprise est Covid résistante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de questions qui viennent de la situation actuelle. Il faut savoir comment l'entreprise se comporte depuis, je dirais mars, depuis comment elle a vécu le confinement, quelles mesures elle a mises en place pour passer ce confinement. Est-ce que, on le disait tout à l'heure, est-ce qu'elle a mis en place des solutions digitales? Est-ce qu'elle y a pensé? Est-ce que est-ce qu'elle s'est adaptée à son mode de production, par exemple? Donc, il faut vraiment poser toutes les questions nécessaires sur cette phase-là et voir comment se passe la reprise depuis juin. Il y a effectivement également, il faudra poser la question au chef d'entreprise si il a remarqué des modifications comportementales de ses clients. Est-ce que le fichier client et l'équilibre du portefeuille est là? Est-ce que malheureusement ces clients se sont détournés de ces solutions ou est-ce qu'il a prévu de diversifier son activité? Ce sera effectivement à poser comme question. Sur l'aspect financier, il faudra faire un état des lieux de la trésorerie, du niveau de l'endettement bien évidemment et du besoin en fonds de roulement. C'est très important de demander au cédant s'il a mis en place des solutions telles que le prêt garanti par l'État, le fameux PGE,
Si oui, de quel montant? Est-ce qu'il y a un volant qui peut être encore demandé jusqu'à la fin de l'année? Si cette trésorerie a été mise en place, si le prêt a été débloqué, est-ce que le montant du PGE apparaît toujours bien sur le compte de la société? Est-ce que cet argent-là a été déjà utilisé, tout ou partie? Ce sera important de regarder ça. Et surtout, comment le cédant voit l'avenir, ou comment vous voyez l'avenir sur le remboursement de ce PGE, puisque forcément, après une durée de 12 mois, il faudra se demander si oui ou non, on le rembourse entièrement ou si on part sur un crédit amortissable. Et ça vous permettra également de vous poser des questions sur les axes de rationalisation et les sources d'économie, puisque à la lecture des éléments comptables, vous pouvez mettre en avant certaines économies à réaliser sur la société. Il y a également un aspect réglementaire que Roxana va vous présenter. Alors, avant de parler de l'aspect réglementaire, je veux revenir sur une chose, sur l'impact de l'activité. L'impact de l'activité peut être aussi positif, hein, parce qu'il y a eu certaines opportunités, et donc il faut vraiment regarder si cet impact aussi positif, aussi bien qu'il soit négatif ou positif, mais il ne faut pas oublier qu'il peut être positif et qu'il peut être de court terme. Donc voilà, je voulais vraiment que vous fassiez vraiment à ça. C'est pour ça qu'on vous a dit peut-être en ce moment une étude de marché est appropriée pour voir un peu comment s'est comportée l'activité que vous allez reprendre. Au niveau de l'aspect réglementaire, il faut vérifier que tous les aspects réglementaires sont bien à jour. Le bail commercial, hein, ça c'est très important. Quand est-ce qu'il a été renouvelé? Donc critère indispensable. Autre chose, on parle très peu, la mise à jour du document unique, dans lequel, alors déjà, vérifier si l'entreprise a bien le document unique, hein, pour les entreprises de plus de 1 salarié. Et puis, deuxièmement, voir s'il a bien intégré le risque biologique Covid-19. Sachez que chez nous, à la Chambre de commerce, on a un accompagnement là-dessus pour vous aider donc, à rédiger ce fameux document unique. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis aussi les aspects réglementaires, le masque, le port du masque, le gel, ce sont des coûts supplémentaires, hein, qu'il faudra intégrer et qui ne sont pas encore inscrits dans les bilans que vous avez. Donc les 3 derniers bilans, hein, on demande en principe, un repreneur doit demander au cédant les 3 derniers bilans. Donc bien une situation comptable la plus proche, enfin voilà, on est fin septembre, disons que vous attendez fin septembre pour avoir une situation comptable fin septembre pour après étudier l'entreprise à reprendre. Donc vous avez trouvé l'entreprise, vous avez signé donc l'achat, le compromis de cession. Il faut donc maintenant se pencher sur le financement. Donc forcément le financement, il va y avoir une part d'apport personnel. Alors l'apport personnel, tout simplement, on a souvent l'habitude de demander à votre partenaire banquier quel est le montant nécessaire pour l'investissement. Il n'y a pas de bonne réponse. À la base, historiquement, la banque mettait, on disait qu'on mettait 1 pour 1, c'est-à-dire que la banque intervenait au même montant que le niveau d'apport du repreneur. Maintenant, ça n'est plus vraiment le cas. On a néanmoins besoin d'un apport qui peut être généralement de 20%, ça paraît être une bonne base. Dans cet apport personnel, on considère également ce qu'on appelle la love money. La love money, c'est tout simplement les aides financières que vous pourriez avoir de vos proches, soit qui vous prêtent de l'argent à titre personnel, soit qui décident d'investir dans la société, donc de devenir actionnaire, et par là, ils investissent, par exemple, ils mettent 10 000 € dans la société pour que votre société puisse racheter le fonds de commerce que vous avez trouvé. Vous pouvez également vous faire aider, vous faire accompagner par les plateformes d'initiative qui délivrent le prêt honneur. Puis, bien évidemment, intervient le secteur bancaire. Donc, il faudra bien évidemment présenter le projet à votre banque. Les financements de ce type sont généralement des financements qui sont faits sur une durée qui n'excède pas 7 ans. Il faut savoir que c'est un financement qui peut bénéficier d'une franchise partielle au démarrage du crédit, ce qui peut aider le repreneur lors des premiers mois.
Vous avez également la possibilité de déterminer avec le vendeur un crédit vendeur dont les contours seront déterminés devant l'avocat et qui vous permet également de financer une partie de la reprise. Et comme on l'a dit tout à l'heure, généralement, cela permet de financer le stock. Un petit mot sur ce fameux stock. Pensez bien évidemment à le regarder. Il est important d'aller voir dans les archives ou dans l'entrepôt la valeur du stock et ne pas se fier forcément je dirais, à la valorisation comptable qu'on a dans le bilan, puisque, par exemple, pour du prêt-à-porter, la valorisation du stock de prêt-à-porter peut changer, peut énormément changer d'une année sur l'autre si la saison est passée. On a voulu cet échange aussi avec vous, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Donc voilà, en synthèse, qu'est-ce qu'on doit retenir? Donc ce qu'on a vu en premier, l'adéquation repreneur, entreprise à reprendre. Quel est le rôle du cédant dans l'entreprise? Et donc, est-ce que j'ai le... Alors, on prend toujours l'adéquation, donc repreneur est important. Comme nous l'avons vu. La croissance du marché, voilà, donc voir un peu comment se comporte l'entreprise aujourd'hui, sa viabilité économique, parce qu'on est quand même, il faut remettre les choses dans son contexte, on est quand même dans une période de crise et donc il faut vraiment prendre en compte tout ce qu'on a vu. Le carnet de commandes, est-ce qu'il est en baisse? Est-ce que comment se comporte-t-il? Et puis, ce qui est très important en tant qu'entrepreneur, c'est que l'entreprise que vous allez reprendre, l'objectif, c'est de la faire évoluer. Et l'objectif, c'est de la payer au juste prix. Au juste prix, c'est-à-dire reprendre une entreprise qui est au top du top et dans lequel vous ne voyez pas d'axe d'amélioration, ça va être un peu compliqué. Donc, toujours avoir en tête, qu'est-ce que je peux faire mieux que le cédant? Je ne sais pas que le cédant fait mal ce qu'il fait, mais il y a toujours une possibilité d'amélioration et c'est ça qu'il faut que vous voyez. Parce que votre objectif, ce n'est pas de faire moins de chiffre d'affaires, ou le même chiffre d'affaires, c'est de faire plus. En général, alors ce qu'il faut faire aussi attention, c'est ce qu'on appelle le fort intuitif personae. On dit que pour certains cédants, ils ont un fort intuitif personae. C'est demain, ils partent de l'entreprise, les clients partent avec lui. On a toujours un risque de perdition de clients. Et en général, dans une reprise, on perd malheureusement 5 à 10% de clients qu'on rattrape rapidement. Ça, c'est pas gênant. Mais voilà, donc il faut vraiment que vous regardiez, c'est-à-dire sur qui je peux me baser dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a des hommes clés? Quels sont-ils? Tout ce travail est important parce que si vous reprenez une entreprise où c'est le cédant qui fait tout, qui a toute la connaissance de le monde de l'entreprise, quand il va partir, ça sera un peu compliqué. Autre chose, nous on prône dans notre bourse session reprise, la plupart des cédants accompagnent, donc ça c'est très important, l'accompagnement du cédant sur sur la reprise. Et les banques, Thomas nous dira s'il est d'accord, mais les banques aussi sont souvent aiment bien qu'il y ait un accompagnement, alors aussi bien du cédant que des chambres consulaires. Ça montre aussi que le repreneur ne sera pas seul dans son projet de reprise et dans sa reprise, parce que les 100 premiers jours aussi sont très importants. Je vais laisser Thomas parler des critères financiers. Oui, donc effectivement, c'est un point positif si le cédant s'engage à vos côtés et qu'il peut vous accompagner pendant une période, par exemple, de 3 mois ou 6 mois. C'est des choses qu'on peut voir. Et effectivement, ça permet de rassurer effectivement votre partenaire bancaire. Donc, les critères financiers, donc en synthèse, il faut mettre en place un business plan le plus clair possible, le plus détaillé possible. Ça vous permettra de discuter avec vos partenaires bancaires et de leur présenter à travers ce business plan votre projet, l'étude que vous avez faite du marché, l'étude de la société. Également, donc, la qualité du montage financier, c'est ce qui doit retranscrire de ce business plan. Et bien évidemment, ça vous permettra d'argumenter pour la décision finale.
Le niveau d'endettement du repreneur est également un point financier à mettre en avant. C'est bien évidemment un financement professionnel que vous allez demander pour racheter une société, mais l'établissement bancaire va s'intéresser à votre situation personnelle. Il est donc bon d'avoir une fiche de présentation, tout comme il est intéressant de présenter dans votre projet, eh bien, tout simplement votre CV pour mettre en avant, comme disait Roxana tout à l'heure, vos compétences. Il est également bon de mettre une fiche synthétique pour vous présenter personnellement et également de faire apparaître, eh bien, si vous êtes par exemple propriétaire ou locataire, et votre niveau d'endettement. Sur ces critères financiers, bien évidemment, il faut montrer donc les actifs matériels et immatériels de l'entreprise. C'est généralement retranscrit à travers le prévisionnel et à travers les éléments financiers du cédant. C'est important de regarder donc ces actifs matériels, leur état, de bien prévoir s'il y a du matériel ou s'il y a des investissements immédiats à effectuer, parce que ça fait partie des questions que votre conseiller bancaire va se poser, et ça fait partie des questions qu'il vous posera. Donc c'est bien de montrer que vous avez anticipé et que vous savez qu'il y a tel élément à changer, ou qu'au contraire, tous les éléments sont neufs et peuvent être conservés encore 3, 5 ou 7 ans. Donc voilà pour la synthèse sur les critères financiers. Je rajouterai simplement que votre conseiller bancaire Banque Populaire Méditerranée, ou tout simplement votre établissement bancaire, est un partenaire dans cette reprise. Donc il ne faut pas hésiter à aller lui poser les questions. Après avoir effectué toutes ces recherches et toute cette analyse, après notamment avoir fait votre business plan et la fiche de cadrage qui vous avait été présentée tout à l'heure, vous avez tous les outils pour pouvoir discuter avec votre banquier et recueillir son avis, qui, à mon avis, qui vous permettra de valider ou non ce projet. Peut-être un mot sur la garantie BPI ou pas? Oui, la garantie BPI sur le PGE ou en général. Donc effectivement, la BPI peut soutenir les repreneurs de projets. Donc ils délivrent leur garantie sous certains critères, bien évidemment, mais ça fait partie des garanties qui sont offertes aux chefs d'entreprise, aux repreneurs, lorsqu'ils vont monter leur dossier de financement. Ils vont pouvoir s'appuyer sur donc des garanties telles que la BPI, telles que l'organisme SOCAMA, qui est proposé également par la Banque Populaire Méditerranée. Ça complète également donc les garanties usuelles, comme le nantissement du fonds de commerce ou le nantissement des parts quand on rachète des parts de société, ou bien évidemment la caution personnelle du gérant. Et les 20%, c'est pour donner une vision théorique du dossier. Après, chaque dossier s'analyse dans ses spécificités, et le niveau d'apport dépend tout simplement du niveau de risque que l'établissement bancaire va déterminer sur votre projet. Si le projet est jugé risqué, on peut demander au repreneur de s'investir un peu plus, s'investir financièrement. Effectivement, l'apport peut être demandé, on peut demander un apport qui monte jusqu'à 30% si on juge que la reprise est risquée ou que la société rachetée vit difficilement, je dirais, le retour à la normale et le déconfinement. Merci. Seconde question. Avez-vous vu un impact sur la valorisation des entreprises suite au Covid, en particulier sur les multiples? Alors là, je n'ai pas plus d'informations. C'est une personne en anonyme qui a posé la question. Est-ce que c'est clair pour vous, Thomas? Reposez-moi la question. Alors, je reformule. Avez-vous vu un impact sur la valorisation des entreprises qui doivent être, j'imagine, cédées suite au Covid, en particulier sur les multiples? Alors sur les multiples, je n'ai pas vu d'impact, je n'ai pas eu le cas récemment. Par contre, effectivement, on est sur des valorisations qui sont sensiblement revues à la baisse, ou en tout cas où on détermine au plus juste le prix de l'entreprise. Et notamment, on étudie donc cette phase de confinement et de déconfinement pour savoir le niveau de chiffre d'affaires et comment ça s'est passé, comment le confinement s'est passé et qu'est-ce que l'entreprise a mis en place. À noter également, c'est pour ça qu'on a de plus en plus ces solutions de
earn-out qui sont mises en place pour justement avoir un prix de cession fixe sur une valorisation X et permettre, je dirais, un surplus de cession si l'entreprise atteint certains critères. Merci. Nous espérons que ces questions répondent à vos interrogations et si besoin est, vous nous enverrez des demandes par ailleurs et nos 2 experts pourront y répondre. Alors, je garde une des questions que je vois sous les yeux un petit peu en dernier parce qu'elle me paraît assez explosive, donc je la garde pour la fin. Restez bien connectés. Alors, on a une question qui vient par mail. Est-ce que la banque peut financer une partie du stock? Il me semble que ça a été abordé, mais peut-être que la personne s'est connectée plus tard. Donc, oui. Du coup, oui, la banque peut financer une partie du stock, mais sur certains critères. En règle générale, le stock, c'est compris, on peut le comprendre dans la trésorerie de départ, donc ça peut faire partie de l'investissement personnel du repreneur. Après, sur certains critères, on peut solliciter la banque pour financer le stock. Pour cela, on a des financements court terme qui sont dédiés, mais ça sera sur des durées très courtes. Là encore, on peut souvent solliciter le cédant pour mettre en place un crédit vendeur sur le montant du stock. Merci Thomas. Alors, une personne nous dit qu'on a évoqué la bourse. De quoi s'agit-il? Donc ça, c'est forcément pour toi, Roxana. Donc la bourse Cession Reprise, hein, c'est l'endroit où à la Chambre de commerce et d'industrie, on a toutes les entreprises, enfin, on a des entreprises, on aimerait bien les avoir toutes, on a des entreprises à reprendre de taille et de secteurs bien différents. Donc sur notre site, vous verrez reprendre une entreprise, la bourse Cession, vous pouvez vous abonner aux alertes. Comme ça vous permet de voir un peu tout ce qui rentre. Maintenant, ce qu'on remarque, hein, c'est au niveau des entreprises qui rentrent, on a des entreprises en grande difficulté ou en difficulté, tout ce qui est hôtellerie, restaurateur et événementiel, on en parlera. Et on a d'autres entreprises, par contre, qui commencent à avoir la cote. On a une entreprise, par exemple, de cycle, qui, avant le confinement, si je peux dire ça comme ça, on n'avait pas trop de demandes, mais maintenant, avec les aides de l'État, hein, parce que vous avez des aides de région, alors ce ne sont pas des grandes aides, mais des petits coups de pouce qui permettent de reprendre ce type d'entreprise. J'espère que vous m'avez entendu parce que j'ai le son coupé. Donc voilà. Thomas, est-ce que le Covid a un impact sur l'accord du banquier? Alors, un impact, oui, forcément. La période que nous vivons à l'heure actuelle a un impact. Forcément, le banquier va vous poser toutes les questions que vous, normalement, avez dû vous poser avant de décider d'acheter l'entreprise pour savoir bien le niveau de chiffre d'affaires, l'impact du Covid sur l'activité, les solutions qui ont été mises en place et comment l'organisation s'en est trouvée changée. Est-ce qu'il y a dû y avoir du chômage partiel? Est-ce que les effectifs ont changé? Est-ce qu'il y a des solutions qui ont été trouvées en interne ou en externe? Donc forcément, le Covid a un impact sur la décision du banquier. Mais ce n'est pas forcément un impact négatif, en tout état de cause, c'est simplement un signal d'alerte. Et il faut montrer que bien, cette question, vous l'êtes posée et que vous avez les solutions qui permettent de rassurer le partenaire bancaire, mais avant tout de vous rassurer vous. Tout à fait. Merci Thomas. Alors il restera deux questions. Nous avons quand même respecté dans la mesure du possible le temps de nos internautes. Alors encore Thomas, hein. Thomas, je crois que c'est le moment. Alors là, j'essaye de bien formuler. Lorsqu'une partie du prix de la cession est négociée dans ce que vous appelez earn-out, vous l'avez expliqué, est-ce que je dois la renégocier? Non, la renégocier non, puisque c'est un accord je dirais, c'est un accord entre le cédant et le vendeur. C'est quelque chose qui est stipulé, qui est écrit, qui est signé. Donc normalement,
et il faut la négocier en amont, mais une fois qu'elle est écrite et signée, il n'y a plus rien à négocier, effectivement, et normalement, ça prévoit le cas où l'entreprise, enfin, les résultats de l'entreprise atteignent les objectifs, mais ça peut également prévoir le cas où le chiffre d'affaires est plus bas qu'escompté, et dans ce cas-là, forcément, on peut avoir une partie earn-out qui est revue à la baisse. Alors peut-être que j'ai peut-être mal compris la question posée, Roxane, est-ce que ça va coûter quelque chose ou pas? Oui, oui, l'idée en fait, c'est plutôt de savoir si j'ai une clause de earn-out, est-ce que je dois la prévoir dans mon financement initial, ou est-ce que dans un an ou deux, en fonction de quand est-ce qu'elle a été mise cette clause, je peux retourner voir le banquier pour me la faire financer. Alors, donc, cette clause-là, il faut la faire apparaître dès le départ, et c'est dès le départ, dès l'acquisition de la société, qu'il faut mettre en place le financement dédié. À la limite, financement 6, alors, le earn-out peut être autofinancé par la trésorerie de la société. Si c'est au banquier de le financer, ça sera fait dès le départ, avec, par exemple, un crédit qui ne sera débloqué qu'au bout d'un an, au terme de des objectifs qui sont fixés, si vous voulez. Mais c'est bien à faire apparaître dès le départ. La question donc, que nous avons conservée, au niveau de quelque chose que tu as évoqué, Roxana, tout à l'heure, tu parlais d'entreprises à la côte, d'autres non. Un internaute nous demande quelle est l'approche des banques sur des projets de reprise, notamment sur des acteurs comme l'événementiel. Ça, c'est un sujet très sensible. Quel est le regard aujourd'hui sur ce type de recul? Alors, déjà, on va tordre le cou à une idée qui est que on ne fait plus du tout de financement sur les secteurs touchés par la période actuelle, que ce soit les hôtels, les restaurants ou l'événementiel. Il n'y a pas un feu rouge, en tout cas au niveau de la Banque Populaire Méditerranée, et je ne crois pas que dans les autres établissements bancaires, ça soit le cas. Par contre, bien évidemment, ça fait partie des secteurs qui sont à risque et donc qui demandent une vigilance accrue. Donc forcément, on va vous demander, bien évidemment, d'avoir étudié la situation de l'entreprise, du secteur, de la zone géographique, ce que Roxana vient de vous présenter. Et après, en fonction de cela, la banque peut se forger sa propre idée et pourra soit vous accompagner, soit le cas échéant, décider de vous accompagner, mais en demandant, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, en demandant un investissement de votre part plus important, ou sur des sociétés ou des activités qui ont un montant de cession important, les banques pourront décider de se réunir en pool, c'est-à-dire qu'il y ait plusieurs partenaires bancaires qui financent la reprise. Ça permettra de diviser le risque. Alors, merci beaucoup. Nous recevons des questions. Oui. Est-ce qu'on continue, chère équipe? Alors, on y va. Peut-on proposer au cédant que ce soit lui, le banquier, et quels peuvent être les risques dans ce cas-là? Cette question est... Alors, ce sera peut-être plus une question à voir avec votre avocat, mais oui, vous pouvez proposer au cédant de mettre en place un crédit vendeur pour la totalité du montant de la cession. Par contre, bien évidemment, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que le cédant ne touchera pas son argent immédiatement, mais il recevra, je dirais, une mensualité tous les mois. Donc, dans les faits, il y a quand même très peu de cédants qui acceptent de faire ça. Ils l'acceptent pour, par exemple, le stock, encore une fois, parce qu'on est sur un crédit vendeur d'une durée très courte, mais sur un achat de société, sur un financement qui peut aller sur 7 ans, il est très rare que le vendeur décide de vendre sa société avec un crédit vendeur pour la totalité du montant, parce que lui, ce qu'il recherche, bien évidemment, c'est d'avoir un capital, parce que généralement, ça constitue son épargne retraite. D'accord. Et donc, pour la deuxième partie de la réponse, quels peuvent être les risques? Les risques seront surtout pour le cédant, et c'est peut-être pour ça qu'il ne se lancera pas là-dedans. Tout à fait, les risques sont pour le cédant, bien évidemment. Une dernière? Est-ce que vous, en tant que banquier, Thomas, vous conseillez, et également Roxana, expert de la cession de transmission, est-ce que vous conseilleriez de rester dans la banque de la personne qui cède son entreprise? Alors,
Ça peut être un point positif que d'aller présenter votre projet à la banque du cédant, bien évidemment, puisque bien le conseiller bancaire que vous allez avoir en face de vous est une personne qui, normalement, a suivi son client, qui connaît l'entreprise depuis plusieurs années, qui sait comment elle se comporte et qui, du coup, aura, je dirais, une vision un peu plus claire sur les années antérieures et sur comment s'est passée la société, comment a vécu la société avant la période de Covid que nous vivons actuellement. Donc oui, c'est toujours intéressant d'aller recueillir, je dirais, l'avis du banquier du cédant. Oui. Merci. Si je peux me permettre, moi, souvent, je leur dis même de voir avec le banquier du cédant si bien sûr, le cédant a de bonnes relations avec son banquier. Hein. Oui, c'est important. Eh bien, écoutez, nous avons fait le tour du sujet. Merci à nos deux experts d'avoir pris ce temps aujourd'hui. Et surtout, pensez bien que nous vous enverrons les éléments qui ont été évoqués. Si vous avez des questions par ailleurs, vous avez les coordonnées de nos référents qui apparaissent sur l'écran, qui seront sur le PowerPoint. Et surtout, pensez bien que cette vidéo va être retransmise, qu'elle sera attachée sur nos différents sites, que ce soit auprès de la BPMed, que ce soit au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie, sur les espaces liés à la création et la reprise. Et également, très important aussi, n'hésitez pas à partager ces contenus, puisque la solidarité est quelque chose d'important, surtout par les temps qui courent. Faites savoir aussi ces émissions qui sont créées en fait pour vous aider, pour aider les chefs d'entreprise, pour aider les cédants. Voilà, la Chambre de commerce et ses partenaires sont à vos côtés et on espère que ce contenu aura pu répondre vous à la aider. question de Vincent par mail. Et bien évidemment, les questions qui arrivent, parce qu'on est obligé de rendre l'antenne, eh bien on y répondra via les futurs envois. À très bientôt et bonne journée à tous.